Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce dimanche. Le Premier ministre a rencontré la chefferie roumaine en marge de sa mission à San Pedro. Dans le Bassa Sandra, Robert Begremambé est allé leur confier la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations. San Pedro, qui, comme vous le savez, est l'une des 5 villes retenues pour abriter les matchs de la CAN 2023. Et justement, les choses sérieuses ont démarré à San Pedro. La sélection marocaine est arrivée ce dimanche 7 janvier 2024 dans la deuxième ville portuaire du pays, le Maroc, qui y évolue dans la poule F. À côté du Maroc, la Guinée-Bissau, comme vous le voyez, a aussi rejoint la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Guinée-Bissau évolue à Abidjan dans la poule A avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Au Niger, plus de 50 personnes sont mortes dans des frappes de drones. Le drame s'est déroulé dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, la capitale, non loin de la frontière burkinabé. Selon un communiqué du pouvoir lu sur les ondes de la radio nationale, c'est suite à une attaque terroriste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Nous sommes à J-6 de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et le Premier ministre continue cette tournée dans les villes qui accueillent la compétition. À San Pedro, Robert Begremambé a mis en mission la chefferie roumaine. Ils sont chargés, vous le verrez, d'œuvrer à la réussite de la compétition dans la ville. Le reportage de Sam Kona. San Pedro, siège de la chefferie roumaine, 6 au quartier Seweki. Le Premier ministre Robert Begremambé, accompagné des ministres, rencontre les têtes couronnées autochtones dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après la traditionnelle prise de Koula, signe d'hospitalité en pays roumain, le ministre-gouverneur Philippe Légré a exprimé la gratitude et la fierté des populations du district autonome quant à la nomination de l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan en qualité de Premier ministre. San Pedro, qui fait partie des villes CAN, tient à cœur au chef de l'État, qui veut faire de la deuxième ville économique et portuaire un hub de développement. Mais en attendant, 4 nations de football vont y séjourner dans le cadre des matchs de poule. Le Premier ministre exhorte à cet effet les chefs traditionnels à leur réserver un bon accueil. On aurait pu choisir Man, on aurait pu choisir Daloa, on aurait pu choisir Odiene, ou bien on aurait pu choisir Soubré, mais on a choisi San Pedro. C'est un signe. C'est un signe parce qu'il faut que mes parents que vous êtes, vous compreniez que San Pedro est en train de grandir, de grandir, de grandir. Vous avez le port de San Pedro. C'est le premier port dans le monde où on transporte du cacao pour aller à l'extérieur. Il y a plus de cacao transporté à San Pedro qu'à Abidjan. Donc le président veut faire de San Pedro une zone de richesse. C'est pourquoi on a mis ici un grand stade de plus de 20 000 places. Nous voulons vous dire qu'on fait confiance à San Pedro pour que l'accueil de toutes les délégations ici soit un accueil fraternel, chaleureux. Heureux de cette rencontre, les chefs traditionnels roumains s'engagent à faire de la CAN à San Pedro la meilleure. Alors le conseil qui nous a donné, nous avons appris ça et nous allons le faire. La première coupe que nous avons reçue en 1992, c'est ici l'équipe s'était entraînée et ils ont remporté la coupe. Bien avant que la coupe n'arrive chez le président, l'ex-président Houphouët-Boigny, la coupe a atterri ici. Donc présentement, là, moi, m'a prié à la maison, il faut que nos joueurs, l'équipe nationale, fassent tout pour que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. La CAN 2023, c'est dans quelques jours. La ville balnéaire attend à bras ouverts les équipes du groupe F.
Et nous vous le disions en titre, les sélections nationales ont commencé à rejoindre la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale du Maroc et celle de Guinée-Bissau sont arrivées aujourd'hui. Le Maroc qui évolue à San Pedro justement dans la poule F et la Guinée-Bissau à Abidjan dans le groupe A avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Sylvain Russo. Numéro 1 africain, le Maroc est le premier pays à fouler le sol ivoirien pour la CAN 2023. La délégation des Lions de l'Atlas, qui comprend 60 membres, dont 27 joueurs, est arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce dimanche à 14h. Elle a été accueillie par son Excellence Abdelmalek Aketani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, et le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'équipe a mentionné son bonheur d'être en Côte d'Ivoire et je vois que l'organisation est au top, que les choses s'annoncent très bien et nous sommes confiants pour la suite. Je viens sur l'instruction de Monsieur le Premier ministre pour me rendre compte moi-même de ce que toutes les dispositions qui ont été prises sont mises en œuvre pour que l'accueil des équipes se fasse dans de bonnes conditions, donc ici à l'aéroport d'Abidjan. Je suis très très heureux de constater, je pense qu'ils ne diront pas le contraire, que tout se passe bien, que nos services ont fait du bon travail et que ce terminal 2 qui a été réalisé permet vraiment aujourd'hui de recevoir des vols internationaux dans de très très bonnes conditions. Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont envolés pour la ville de San Pedro où ils séjourneront pendant la compétition. 1h30 plus tard, c'est au tour de la délégation de la Guinée-Bissau de rejoindre le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La Guinée-Bissau défiera la Côte d'Ivoire le 13 janvier en ouverture de la CAN au stade olympique des Bimpi. Aussitôt arrivé en Côte d'Ivoire que l'équipe du Maroc s'est rendue à San Pedro, les joueurs et le staff ont été accueillis par les autorités de la ville et des membres de la Fédération ivoirienne de football. La délégation marocaine a embarqué immédiatement dans le bus affrété pour la circonstance. Sous bonne escorte, les Lions de l'Atlas se sont dirigés vers leur hôtel situé en bordure de mer. Dans la ville de Bouaké, la CAN, c'est aussi une belle opportunité pour entreprendre des travaux d'assainissement dans cette ville du centre du pays qui accueille les matchs du groupe D. L'eau potable et la salubrité sont un axe majeur sur lequel les autorités de la ville et le ministère de l'Hydraulique mettent l'accent. Les emprises publiques sont aussi dégagées à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, comme nous le montre Kader Sogodogo. Salle de réunion préfecture de région Bouaké. Les émissaires du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, échangent avec le secrétaire général de préfecture, Vaniebi. Disponibilité de l'eau potable pendant et après la CAN, l'état de la salubrité et de l'assainissement dans la ville sont le point clé de la rencontre. Après les échanges, le terrain, la LOCA, le principal barrage qui assure la desserte en eau potable de la ville, a fière allure. Plein à craquer, il constitue une réserve qui rassure. Des travaux ont été effectués récemment pour améliorer les quantités et renforcer le service à travers la ville. Il faut noter quand même qu'à Bouaké, il y avait un gros déficit en matière d'alimentation en eau potable. Il fallait donc régler le problème de la production en eau potable, ce qui est fait aujourd'hui avec l'investissement que l'État a, n'est-ce pas, injecté à Bouaké. La salubrité est bien traitée, puisqu'il y a un opérateur qui est là. Nous avons une direction régionale de l'assainissement et de la salubrité qui est, n'est-ce pas, là pour contrôler tous les aspects de la salubrité à Bouaké. Au stade de la paix, la délégation a visité les vestiaires, les toilettes et est descendue sur la pelouse pour s'assurer que l'eau coule à flot. Sur la nationale A3, la mission a pu voir la libération effective des emprises publiques. Les engins sont à pied d'œuvre. Pour qu'on puisse bien accueillir nos étrangers, il faut leur offrir un cadre de vie sain, propre, agréable à vivre. Après Bouaké, la délégation va se rendre à Korogo, capitale de la région du Poro. L'esprit et la lettre restent inchangés. Et justement, transition toute faite, quittons le centre pour nous rendre à présent dans le nord, à Korogo plus précisément. À 6 jours du début effectif de la CAN, l'accent est mis ici aussi sur la propriété de la ville, le civisme et le respect du code de la route. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rappelé ces points majeurs face aux bénévoles de la région du Poro, comme nous le comptent Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Korogo,
ville d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À quelques jours de l'ouverture de cet événement sportif d'envergure, l'heure est au dernier réglage. Dans les rues, les bénévoles peintres, agents sensibilisateurs, comités de salubrité, tous rivalisent d'ingéniosité. Ici, le mot d'ordre du COCAN local est clair: tolérance zéro pour tout acte d'incivisme routier ou de dépôt d'ordures. Ce défi, le ministre de la Communication entend y apporter sa touche. En réunion avec ces jeunes bénévoles, il explique la lourde responsabilité qui incombe à leur ville commune, Korogo. Il s'agit de faire le ménage afin que Korogo, qui a déjà été primé à 2 reprises au niveau du prix d'excellence de la ville la plus propre, garde cette image de ville la plus propre. Mais surtout, ce que nous leur avons recommandé, c'est que toutes les bonnes habitudes que nous allons acquérir pendant cette CAN puissent demeurer, afin que l'ambition du président de créer un citoyen nouveau soit vécue ici à Korogo, même après donc la CAN. Au cours de cette rencontre, les directions régionales des transports et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ont été mises en mission d'urgence. La ville de Korogo, elle respire fière à lui. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait, un travail de sensibilisation et un travail de collecte de déchets dans les quartiers. Nous demandons à la jeunesse de Korogo de nous accompagner, d'épouser la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que la ville de Korogo soit la ville la plus propre pendant la CAN. C'est un challenge que nous voulons relever. Sur les murs de la direction régionale du tourisme de Korogo, la cité du Poro n'attend que la CAN et ses visiteurs. Et à Abidjan, les transporteurs participent à la mobilisation de tous pour la réussite de la CAN 2023. Vous les avez certainement vus ce dimanche dans les communes de la capitale, notamment à Trècheville ou encore à Yopougon. Les transporteurs veulent, à travers cette campagne, créer la ferveur autour des éléphants footballeurs. Les éléphants qui entrent en lice le samedi 13 janvier prochain. L'ancien Bakayoko. Yopougon-Figayo, le point de départ de cette grande caravane de mobilisation autour de la CAN en terre ivoirienne. Une caravane organisée par les transporteurs. Il s'agit pour nous aujourd'hui de sonner la mobilisation pour que véritablement les transporteurs, les autres populations ivoiriennes puissent se lever, puissent se mobiliser pour que la fête soit continue tous les soirs, tous les jours, pour que véritablement notre pays puisse montrer au monde, à l'Afrique, que nous avons accueilli un grand événement et que nous sommes heureux de l'organiser. Du beau monde, il y en a eu, notamment sur le trajet Yopougon-Trècheville, perturbant parfois la circulation des automobilistes et autres piétons. L'ambiance festive et souvent spontanée a donné un coup d'accélérateur à cette procession, la population ayant vaincu le soleil de plomb sur l'autoroute du Nord, le boulevard Lagunet, le boulevard Nana Yamousso de Trècheville, juchés sur des véhicules ou même coincés dans des autocars bondés. Sur la disponibilité des moyens de mobilité et de transport, pas d'inquiétude pour les visiteurs. Plus de 1000 autocars sont mobilisés pour le transport des populations ivoiriennes et des populations qui viendront des autres pays. Plus de 20 000 taxis communaux et compteurs et VTC sont mobilisés pour donc assurer le transport en urbain comme en interurbain, sans compter les minicars communément appelés les Gbaka et autres. Qu'en termes de comportement, en termes de respect des dispositions sécuritaires, nous avons tout mis en œuvre pour que véritablement les gens qui vont venir en Côte d'Ivoire partent de ce pays avec une belle image. La grande caravane de mobilisation des transporteurs s'est terminée au niveau du Palais des Sports de Trècheville. C'est une bonne nouvelle pour les habitants de Biankouma, dans la région du Tangpi. Les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations seront retransmis dans le village Cannes. Ce sont au total les 23 localités du département qui vibreront au son et au rythme de la compétition. Les cadres de Biankouma, vous le verrez, ont d'ailleurs remis des kits aux populations. Le témoignage de Léon Brou. Ils sont composés chacun d'un écran géant, d'un projecteur, de matériel de sonorisation et d'électricité. Avec ses 23 kits, 23 localités réputées villages-centres de Biankouma dans la région du Tongpi seront érigées en village Cannes le temps de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un don du directeur général du Centre des œuvres universitaires de Mans, un cadre de Biankouma, pour permettre aux populations de vivre sur place la Cannes de l'hospitalité.
C'est la première fois dans la sous-préfecture de Biancouma que nous ayons des écrans géants dans les villages pour aller la CAN. Nous allons inviter les villages qui sont les villages voisins qui n'ont pas reçu l'écran géant pour venir faire l'ambiance avec nous. Comme le préfet de Biancouma, Fatogoma Soro, le donateur invite à prendre soin de ces kits pour Village Cannes. Il s'agit de garantir la mobilisation du département autour de la Cannes et des éléphants de Côte d'Ivoire dans la droite ligne du vœu du président Alassane Ouattara. Dans les grandes places publiques à Abidjan, c'est comme ça que la Cannes va se regarder. Si on a la chance aussi de bénéficier de la conscience du président de la République, il faudrait aussi que nous nous efforcions, n'est-ce pas, d'accompagner nos parents dans cet événement, j'allais dire national, pour qu'ils vivent cela dans la ferveur. La Cannes de l'hospitalité, la messe du football africain, deuxième fois en terre ivoirienne, c'est du 13 janvier au 11 février 2024. 24 pays du continent pour 52 matchs à disputer sur 6 stades. Et dans un tout autre chapitre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, était l'invité de la première édition des grands rendez-vous de génération gagnante. La discussion portait sur les contributions pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique durant l'année 2023, décrétée année de la jeunesse dans notre pays. C'était hier samedi 6 janvier 2024 à l'hôtel Tiama, dans la commune du Plateau. Juliette Ouya. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier invité des grands rendez-vous de génération gagnante. Pendant environ 2 heures d'horloge, le professeur Adama Diawara a expliqué les réformes, infrastructures et actions réalisées en 2023 en faveur des jeunes, notamment les étudiants. Tout ce qu'on fait au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, de façon directe ou indirecte, ça intéresse les jeunes. Quel est le taux d'exécution de notre budget? Quel est le taux de réalisation des indicateurs de performance que nous avons dans le sous-secteur? Sur les 2 volets, on a plus de 80%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également jeté un œil sur la violence en milieu universitaire et annoncé des solutions. Nous avons mis en place le comité de dialogue permanent entre le ministère et les structures estudiantines, syndicales comme non syndicales. Et on essaie de faire en sorte que les réunions de ce comité de dialogue permanent soient les plus fréquentes possibles. Nous essayons de leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On essaie de les éduquer en notre façon. La Côte d'Ivoire, 4e pays ouest-africain, a signé officiellement le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le ministre Adama Diawara a exhorté les apprenants à développer l'esprit d'entreprise. Cela suppose un financement et nous sommes actuellement en discussion avec le ministère de la promotion de la jeunesse pour qu'un dispositif soit mis en place pour le financement de ces idées-projets. Donc ne vous en faites pas, tout sera mis en place pour que les idées les plus lumineuses puissent être financées. Les grands rendez-vous est une tribune mensuelle de génération gagnante, mouvement citoyen créé en décembre 2017 et faisant la promotion des actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. L'entrée en 2024 a été célébrée de diverses manières par les populations et leurs élus. Dans la ville de Korogo, par exemple, différentes composantes de la population ont été invitées à partager le dîner avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Étudiants, guides religieux, responsables des organisations féminines et de jeunesse, tous ont répondu à l'appel du ministre Sangafoa. Le témoignage de Soro Corona. Université Péréphérogon Koulibaly. Plus de 1000 étudiants reçoivent la visite du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoa Koulibaly est venu partager un moment de convivialité et d'échange avec les étudiants restés sur place. Ce repas est un prétexte pour le ministre d'appeler les étudiants au travail. Ici, nous sommes en famille, la famille des Korogolais. Remercier l'amicale des anciens pour leur constance vis-à-vis de leurs cadets. Demandez aux cadets de doubler d'ardeur et que je compte sur vous pour produire les meilleurs résultats. À son domicile, c'est le tour des responsables des confessions religieuses chrétiennes de Korogo de passer une nuit de partage. Sangafoa Koulibaly demande aux guides religieux de multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire en paix et développée sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara. Je voulais demander à la communauté chrétienne de la région du Poro de continuer les prières, surtout à l'endroit du premier magistrat de notre pays, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je puis témoigner
combien le président est soucieux de préserver la paix et la stabilité dans notre pays. Les porte-paroles des hommes de Dieu s'engagent à intercéder auprès du Créateur pour un pays prospère. Il nous a aussi mis en mission pour prier non seulement pour la paix dans le pays, mais pour aussi prier pour la paix à l'endroit de Monsieur le chef de l'État. Et il nous a aussi parlé des merveilles que Dieu fait à la Côte d'Ivoire, notamment toutes ces découvertes de gisements qu'on a appelés baleines. Avant les étudiants et les différents religieux chrétiens, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a dîné avec les responsables des organisations féminines et de jeunesse de Kourougou. Le ministre a insisté sur la cohésion et la paix dans la région du Pourou. À 13h, dans le Dimanche Magazine, le directeur général de l'AGEROUTE, Fabrice Coulibaly, a fait le bilan et les perspectives en termes d'infrastructures routières et l'action menée par la structure qu'il dirige en sa qualité de maître d'ouvrage délégué de grands travaux routiers engagés par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Depuis 2011, d'importants projets d'infrastructure ont été initiés par le gouvernement. Je rappelle qu'en 2011, le réseau routier ivoirien bitumé était de l'ordre de 6500 km. Sur les 5500 km, on dénombrait environ 4500 qui étaient dégradés. Les investissements du gouvernement sous la houlette du président de la République ont permis aujourd'hui de faire évoluer ce réseau qui était de 6500 à 8000 km aujourd'hui. Donc il y a environ 1500 km de routes qui ont été nouvellement bitumées sur la période. Nous étions à 4500 km de routes dégradées sur les 6500. Les investissements sur la période ont permis de traiter environ 2000 km. Aujourd'hui, sur le réseau ivoirien, il y a environ 1000 km de routes bitumées qui font l'objet de renforcement. Il y a aussi 2000 km de routes neuves qui sont en cours de réalisation. Donc on s'attend à l'horizon 2025 à faire évoluer notre patrimoine routier bitumé qui est de l'ordre de 8000 km à 10 000 km. Donc progressivement, je pense que sur cet aspect, nous sommes sur la bonne voie. En termes d'ouvrages, à ce jour, nous avons construit environ une cinquantaine d'ouvrages. Sur les différents chantiers, on dénombre environ 60 ouvrages, ponts et échangeurs compris, aussi bien en Abidjan qu'à l'intérieur du pays qui se déroulent. La voirie, on en parle de voirie, ce sont les routes à l'intérieur des villes. Nous avions en 2011 environ 2000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 km et les travaux continuent. Le patrimoine autoroutier de Côte d'Ivoire qui était à 147, on a 370 km. L'autoroute du Nord arrive à Boaké. Donc au courant 2024, nous comptons démarrer la section de Boaké jusqu'à Drakoka sur 54 km. Et à terme, jusqu'en 2025, on s'attend à ce que la section Boaké-Kanaolo soit en travaux, à minima. Dans le reste de l'actualité, les populations du Sud Comoé ont rendu à Grand Bassam hier samedi un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ses actions en faveur du développement du pays en général et du Sud Comoé en particulier ont été reconnues. Le témoignage d'Ahmed Traoré et Léon Brou. Le corps préfectoral du Sud Comoé rend hommage au président de la République Alassane Ouattara. La raison, le développement impulsé à la région. Autoroutes, embouchures et bien d'autres infrastructures, aujourd'hui fierté du Sud Comoé. Nous sommes aujourd'hui la plaque tournante de la sous-région, de par le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, qui a hissé le pays à un niveau enviable. Nous devons nous donner la main, chère population de Grand Bassam, pour que ce développement-là puisse continuer. Invité surprise à cette cérémonie de vœux des agents et cadres de la région du Sud Comoé, Fally Ipupa. L'artiste international salue le développement de la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays qui nous fait honneur, en tout cas en Afrique, en termes d'infrastructure, en termes de l'accueil, l'hospitalité. Pour la poursuite du développement du pays, des hommes de Dieu présents prient pour la solidarité et la paix. La Côte d'Ivoire accueille tout le monde. Nous demandons à les Ivoiriens d'être unis, solidaires. En compagnie de l'artiste Fally Ipupa, la fête s'est poursuivie au rythme de la rumba congolaise et pour coller à l'actualité, les populations du Sud Comoé disent se mobiliser pour la CAN qui débute ce 13 janvier, espérant la victoire des éléphants le 11 février 2024.
Dans le chapitre culture, la 43e édition du Popo Carnaval de Beaunois a été lancée le 4 janvier 2024 dernier. C'est la salle de conférence de Côte d'Ivoire Tourisme à Abidjan au Plateau qui a accueilli l'événement. Le Popo Carnaval de Beaunois se tiendra du 1er au 14 avril 2024. Le festival va mettre un point d'honneur sur l'intégration, un outil primordial dans le renforcement du dialogue et du vivre ensemble intercommunautaire, comme nous le montrent Constant Kokora et Léon Brou. Du 1er au 14 avril 2024, la ville de Beaunois va vibrer au rythme de son traditionnel Popo Carnaval. Une 43e édition placée sous le thème « Impact du Popo Carnaval » sur la protection du patrimoine culturel et la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous voulons, à travers ce thème, mettre un point d'honneur à promouvoir notre festival au sein du peuple arboré, mais aussi dans la Côte d'Ivoire en général, en vue de faire l'un des piliers des découvertes et une destination privilégiée des touristes. Selon le commissaire général, à cette 43e édition du Popo Carnaval, le peuple abouré invite à la véritable cohésion sociale. Au menu cette année donc, plusieurs innovations dont un village d'intégration pour renforcer le dialogue intercommunautaire. Notre rôle, ça sera de porter aux populations des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages du vivre ensemble, parler à la jeunesse pour qu'elle puisse saisir les opportunités liées à l'intégration. À travers Côte d'Ivoire Tourisme, l'État renouvelle son appui au Popo Carnaval et fait de ce festival l'une des meilleures destinations touristiques en Côte d'Ivoire. Alors, comme chaque année et depuis plus de 10 ans maintenant, Côte d'Ivoire Tourisme déploie le maximum des activités qu'il peut apporter au Popo Carnaval de Beaunois. Donc, en termes d'appui technique, appui logistique, appui matériel et appui financier. Concours Aoulaba et Hébé, défilés carnavalesques, visites touristiques, concerts géants sont entre autres activités prévues pour égayer les festivaliers durant 2 semaines. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, au Niger, plus de 50 personnes sont mortes dans des frappes de drones. Le drame s'est déroulé dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, la capitale, non loin de la frontière avec le Burkina. Selon un communiqué du pouvoir, lu sur les ondes de la radio nationale, c'est suite à une attaque terroriste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie. Voyons à présent ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est dans le 7 sur 7. Succès Masra, chef de l'opposition tchadienne, nommé Premier ministre par le président de la transition, le général Mahamat Déby Itno. Il était rentré de son exil le 3 novembre dernier. Saleh El Harouri, numéro 2 du bureau politique du mouvement terroriste, le Hamas, a été tué par une frappe en soirée à Beyrouth, au Liban. Frappe attribuée à l'armée israélienne. Le nord de la France sous les eaux, le Pas-de-Calais encore inondé par les eaux après le mois de novembre 2023. 1450 foyers impactés. Les secours sur place pour évacuer les victimes. Un séisme au Japon fait 84 morts, 330 blessés et plus de 200 disparus. Les populations sinistrées accusent les autorités japonaises de ne pas être en alerte. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté la candidature à la présidentielle du 25 février prochain de l'opposant Ousmane Sonko. Il avait été arrêté pour appel à l'insurrection. 200 obus tirés de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Une action dénoncée par la Corée du Sud qui se dit prête à donner des réponses appropriées. Elle considère ces agissements de Pyongyang comme de la provocation. La Chine invite les deux pays à l'apaisement. La junte au pouvoir a reporté sa rencontre de travail avec la CEDEAO. Cette rencontre devait se tenir à Niamey le mercredi prochain. Mais finalement, les militaires au pouvoir estiment avant cette rencontre organiser un référendum.
La dite rencontre est finalement reportée au 25 janvier prochain. Et c'est ainsi que va le monde. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée et bon début de semaine sur RTI 1.